Adrien Tchomakou est sur ce plateau. Bonjour Adrien Tchomakou. Bonjour Maurice Lagua, bonjour à toutes et à tous. Laurent Roland Tonneikes à ma droite. Bonjour Laurent. Maurice Lagua, bonjour. Adrien Tchomakou, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Bonjour Laurent. Alors c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Lentement mais sûrement, nous avançons donc vers la fin de cette année. Nous sommes déjà le 13 décembre, Laurent. Nous sommes déjà le 13 décembre, Adrien Tchomakou. Laurent, vous connaissez l'artiste Zara qui nous a quittés lundi dernier. Sa chanson culte, c'est Loliwe. Est-ce que vous avez un mot à placer à ce propos? Non, je dirais tout simplement paix à son âme et puis condoléances à sa famille. C'est vrai que condoléances à toute la famille musicale africaine, bien évidemment, parce que c'est une artiste qui est pétrie de talent. J'ai pu suivre un peu les réactions à travers le monde pour les hommages à son endroit. Donc oui, c'est une perte pour la musique africaine. Bon, anyway, on ne peut rien quand la mort vient, personne ne peut s'interposer. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est regrettable. On va donc passer à la une, à l'analyse et les commentaires. Nous irons à la une de certains journaux dès à présent. Par exemple, à la une de Nord-Sud Quotidien, le journal nous informe que 115 universitaires de 13 pays s'adressent à Talon pour la libération de Joël Aïvo. Adrien Tchomakou. Oui, Maurice Lagua, avant d'aborder le sujet, je voudrais rendre un vibrant hommage à Feu Elos Kandahou, qui nous a prématurément quittés. Toujours ce lundi-là, il faut dire qu'il est décédé au CNHU. Et bon, la mort, c'est une épreuve que tout un chacun de nous doit passer. Mais je pense quand même que nous devons souhaiter à beaucoup vivre sur Terre. Et il faut le dire très rapidement, l'ODEM avait pris un communiqué. L'ODEM a pris un communiqué pour saluer le courage de l'homme, ses actions. L'ODEM, dans son communiqué, a reconnu qu'il a beaucoup fait pour la République. Elos Kandahou, c'est un acteur influent des médias. Il a été promoteur, directeur de publication du journal Le Grand Matin. Il a été pendant plusieurs années directeur de publication du journal Le Matin. Il faut dire que Elos Kandahou, c'est celui-là qui a laissé derrière lui toute une famille, tout un monde médiatique, celui-là même qui, et il faut avouer que Elos Kandahou a formé beaucoup de professionnels des médias aujourd'hui qui sont par la suite devenus des patrons de presse. Donc je tiens quand même à saluer sa mémoire et demander à ce que tous ensemble, nous nous rendons, parce que la date de l'inhumation des officiers, c'est le jeudi prochain, et il sera inhumé au cimetière d'Adjagbo tout près. Il y aura la messe présent qui doit se dérouler à l'église Sainte-Rita de Cotonou. Donc aussi, il y a l'un de nos confrères qui est décédé la semaine passée. Dans le Koufou. Dans le Koufou. Pas la semaine passée, c'est la semaine passée. La semaine passée. Donc c'est pour dire que la mort est en train de frapper dans le rang des journalistes. Et j'invite tout un chacun de nous, tous les acteurs des médias aussi, à prendre soin, chacun en ce qui le concerne, que chacun prenne soin de lui-même. Et nous devons dire que notre destin dans notre main, c'est l'œuvre de Dieu. Nous allons mourir, mais nous allons prier et ne pas mourir de sitôt. Merci. Laurent, oui, je crois que quand on se rappelle des circonstances dans lesquelles Elos Kandahou est décédé, ça fait vraiment très mal parce que l'inhumation de sa belle-mère était prévue pour ce samedi, le samedi dernier. Et donc, au cours de la semaine, il est tombé malade. Il est allé, on l'a amené au CNHU. Et puis, le jour où on inhumait sa belle-mère, c'est le jour-là qu'il a rendu l'âme. C'est assez triste parce que j'imagine la douleur de son épouse, de la veuve Kandahou. C'est très difficile de supporter. Être en train d'inhumer sa mère et perdre le même jour son épouse, c'est difficile. Et ce n'est pas que lui, ce n'est pas que le confrère qui est décédé dans le Koufou, qui était pressenti pour diriger la radio de Jérémy Adomaro, je sais quoi. Tout à fait. Évidemment. Mais il y a aussi le promoteur de Radio Tado, qui devait inhumer aussi sa mère le samedi dernier, mais au cours de la semaine, a fait une crise et est actuellement à l'hôpital. Et donc, c'est assez difficile, cette période que nous traversons. Je voudrais peut-être demander que nous puissions envoyer toutes nos vibrations positives
Germain Lera, qui est le promoteur de Radio Tado, parce qu'il a fait une crise. Peu s'en fallait, parce que les circonstances dans lesquelles il a réussi à survivre, c'est assez difficile. J'ai eu un peu quelques informations. Il était seul dans sa chambre et puis il a eu la crise. Heureusement, il est revenu et il a dû aller à quatre pattes pour aller ouvrir la porte en criant difficilement pour que les gens viennent le sauver. Il est à l'hôpital. Prions qu'il soit rétabli totalement. Sa mère a été inhumée carrément dans l'intimité familiale, sans autre cérémonie dans une certaine mesure. C'est difficile. Donc, comme Antoine Tchouankou l'a dit, que chacun prenne soin de lui-même, que chacun essaie de faire très attention. Je ne dis pas que les confrères dont nous parlons n'ont pas fait attention, juste qu'en faisant aussi attention, faisant confiance à Dieu, parce que c'est seul Dieu qui sauve. Seul Dieu sauve, et vous qui nous suivez, faites attention à vous également, prenez soin de vous, afin que Dieu nous sauve. Prions, restons en prière. Nous allons donc attaquer les analyses maintenant, puisque je vous avais donné la parole par rapport donc au quotidien Nord-Sud quotidien qui parlait de cette information. Beaucoup d'autres journaux en ont parlé comme Fraternité et pour la libération de Joël Aïvo, 115 universitaires de 13 pays s'adressent à Talon. Oui, Maurice Lagua, il faut dire que beaucoup d'organes de presse ce jour ont évoqué le sujet. Je prends par exemple le journal Fraternité qui a consacré sa manchette à cette grosse information. Matin Libre également. Matin Libre, Nord-Sud Quotidien, et les 4 vérités comme beaucoup d'autres organes de presse. Il faut dire que c'est l'actualité du jour. C'est l'actualité du jour. 115 universitaires, tant au plan africain qu'au plan mondial. Et ces 115 universitaires ont donné de la voix. Ils ont demandé au président Patrice Talon de bien vouloir mettre tout en œuvre pour que Joël Aïvo recouvre désormais sa liberté. Je pense que c'est vraiment légitime. Ils ont vanté les mérites de l'homme, du constitutionnaliste Joël Aïvo. Ces universitaires ont témoigné la grandeur de Joël Aïvo. Et ces universitaires pensent quand même que même si Joël Aïvo a effectivement posé les actes qu'ils nous ont reprochés, il est quand même temps qu'il recouvre sa liberté pour le bonheur des universitaires. Ils ont souligné les actions phares posées depuis plusieurs années par Joël Aïvo au plan national, africain, international, européen, je veux dire, où Joël Aïvo, même de sa maison d'arrêt, a réussi quand même à aider plus d'un à soutenir leur thèse. Il faut dire que Joël Aïvo, c'est une valeur pour notre République et malheureusement, depuis 2 ans, il est retenu dans les liens de notre justice pour des raisons que vous savez tous. Je pense que c'est l'occasion pour moi de plaider, et c'est vrai, les voix les plus autorisées plaident déjà, mais je pense quand même que Patrice Talon est à l'écoute, même si aujourd'hui il s'est rendu en Martinique. Patrice Talon aujourd'hui est à l'écoute. Ses services de renseignement doivent le faire le point et demander que plusieurs personnes demandent la libération pure et simple de Joël Aïvo, la libération de ceux-là qu'on appelle des incarcérés politiques, de ceux-là qui sont poursuivis, la libération de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pour des affaires politiques, se sont retrouvés en prison. Je pense quand même que Joël Aïvo, de là où il se trouve aujourd'hui, son esprit doit comprendre que le peuple béninois est en train de se battre pour lui, que le peuple africain, que le monde entier demande purement et simplement sa libération et que Patrice Talon doit jouer la dernière carte, la carte blanche, la carte qui doit amener la petite famille, la grande famille de Joël Aïvo, la famille universitaire, la famille politique de Joël Aïvo à se réjouir davantage en cette veille de fin d'année. Et je pense quand même que l'heure a sonné pour la libération de Joël Aïvo. Laurent Roland Toniquet, est-ce que ça suffit, qu'il suffit que 115 universitaires se réunissent, fut-il ou appartiennent-ils à 13 pays pour que Joël Aïvo soit libéré? Vous savez, nous sommes sur un terrain politique et quand on sait qu'on est les conditions dans lesquelles Joël Aïvo a été incarcéré,
Oui, on est en droit de se poser mille et une questions et se dire, oui, si les universitaires montent au créneau, il va falloir que le chef de l'État écoute. Je crois que le chef de l'État a encore une occasion en or pour se faire, pour grandir politiquement, en réalité, pour se donner un honneur dans une certaine mesure. Parce que n'oubliez pas que le groupe des experts de l'ONU avait saisi le Bénin et demandé que Ricky Madougou soit libéré. On ne l'a pas fait. Et je me dis, Ricky Madougou, Joël Ivor, en prison, ça profite à qui en réalité? Quand on regarde ce qu'ils peuvent faire hors de prison et ce qu'ils font en prison, c'est-à-dire que leur inactivité en griffe en prison, comparé à ce qu'ils pouvaient faire sur le terrain, à qui ça profite? Le fait de banaliser leurs compétences, de banaliser leur poids sur l'échiquier international. Je l'ai toujours dit, quand vous parlez de Ricky Madougou au plan international, c'est quand même une figure qui a honoré le Bénin à bien des égards. Quand vous parlez de Joël Ivor, qui prend la parole devant les universitaires, devant les constitutionnalistes dans le monde entier, on a la chair de poule parce qu'on est fier d'être béninois. Mais quand quelqu'un comme ça se retrouve en prison, du fait, et j'insiste là-dessus, des intrigues politiques, je pense qu'à un moment donné, quand vous tirez, à un moment donné, il faut laisser tomber. Vous laissez tomber et vous passez à autre chose. Parce qu'au fur et à mesure que tout le monde vous interpelle, pour vous demander de pardonner, de laisser tomber, que vous ne le faites pas, le moment arrivera où ce sera trop tard. Et quand c'est trop tard, ça ne vous honore pas et ça ne vous fait pas du bien. Ça constitue un coup politique contre vous et contre votre famille politique également. Moi, je l'ai toujours dit, l'exemple typique dans cette affaire, c'est Denis Sassou Nguesso. Élection présidentielle de 2021. Il a arrêté les activistes politiques qu'il a mis en prison pour atteinte à la sûreté de l'État également. Mais juste après les élections, 45 jours après, il les a libérés. Il est passé à autre chose. C'est ça le grand homme que nous voulons pour Patrice Talon. C'est de passer à autre chose. C'est-à-dire que c'est de sortir, Ricky Amadou, c'est de sortir Joël Ivor. Joël Ivor est un universitaire. Même en prison, il continue de suivre les doctorants qui sont sous lui pour leur thèse. Et ça, c'est une valeur. Au-delà de ce que nous pouvons voir, il y en a qui viendront dire oui, c'est parce que c'est Joël Ivor. Mais je dis, mais vous vous trompez. On ne saura. C'est-à-dire que quand, à des moments donnés, on met les compétences de la personne dans la balance. Joël Ivor n'a pas tué quelqu'un. S'il avait tué quelqu'un, s'il avait commis un meurtre, je comprendrais. Si Ricky Amadou avait commis un meurtre, je comprendrais. Mais c'est des situations qui sont liées à un processus électoral. C'est ce qu'on leur reproche. Dit que oui, qu'ils ont peut-être mobilisé, ils ont monté des jeunes à faire des émeutes. Et là aussi, attention, parce que vous pouvez me dire, Laurent, va jeter un caillou, lancer un caillou à Boris, par exemple. Je peux refuser. Mais si je le fais quelque part aussi, ce n'est plus vous-même en réalité. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut trouver une situation atténuante. Dans une certaine la faute est personnelle, individuelle. Voilà, je pense que même si les gens estiment que c'est Joël Ivor qui est instigateur de... Non seulement ça, nous sommes sur un terrain politique. N'importe qui peut se lever pour dire c'est Joël Ivor qui m'a demandé ça. N'importe qui peut se lever pour dire c'est Joël Ivor qui m'a dit de faire ça. N'importe qui peut se lever pour dire c'est Ricky Amadou qui m'a dit de faire ça. Nous sommes sur un terrain politique. Tous les coups sont permis. C'est peut-être que Ricky Amadou et Joël Ivor ne se sont pas préparés davantage contre cette situation et se sont retrouvés dans une situation où... Parce que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et donc, il fallait préparer il faut se préparer à avoir un bouclier dans une certaine mesure. C'est peut-être ce qui leur a manqué. Mais je pense qu'au-delà de tout, on a fini les élections en 2021. Joël Ivor, quand même, c'est une valeur. On peut profiter de lui. Même le chef de l'État qui est là peut profiter. D'ailleurs, il y a le frère de Joël Ivor qui travaille avec lui à la présidence. Je n'ai travaillé aucun secret en le disant. Moi, je pense que davantage, il faut que nous puissions ramener la balle à terre. Le Bénin restera éternel. Nous autres, nous tous, vous et moi, nous qui parlons, nous allons partir un jour quitter. Mais à quoi bon s'accrocher parce que nous avons un pouvoir à un moment donné. Moi, je pense que le chef de l'État devait cesser d'écouter les vous-vous-là autour de lui, qui voient que Joël Ivor en liberté pouvait être un orsa pour leur peut-être ambition politique, et se dit qu'en 2026, c'est lui que le peuple à lui que le peuple demandera des comptes. Et d'ailleurs, cette situation peut le suivre toute sa vie, parce que tout dépend de la manière dont on gère cette affaire. Je crois que nous posons des actes pour la postérité. Joël Ivor peut-être, et Ricky Amadou, et qu'on soit à un moment donné, peut-être, ont commis des erreurs, mais il faut pardonner à un moment donné. Parce que le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Da Barou
fait parler, a cité quelques femmes qui ont fait parler d'elle dans le Septentrion. Je ne sais pas si vous serez d'avis avec le journal. Le journal affiche des photos de certaines femmes. Elles sont nombreuses à mener des actions de développement pardon, dans leurs localités respectives, selon le journal. Votre quotidien d'Abarou a retenu 10 parmi celles qui ont fait parler d'elle à travers des actes posés d'une manière ou d'une autre. Et le journal parle de Rekia Madougou, parle de Mariam Tchabi Talata Zime Yerima. Le journal parle de Noélie Yarigo. Et le journal parle de Jamilatou Yerima, parle de Viviane Tama. Ella Wamamara, Gary Asaka, Sidoni Rundonougo, Munifa Karim Tidjani et Jamila Kassira Moura. Voilà, quelle lecture faites-vous de ceux-là que le journal met à sa une ce matin? Je crois que le journal ne s'est pas trompé. D'ailleurs, je parle de Rekia Madougou qui, bien qu'étant en prison, à la côte en hausse, hein, parce que malheureusement, la situation qui se passe est favorable à Rekia Madougou. Et c'est en cela que je voudrais que le pouvoir fasse très attention. Même s'il faut maintenir Rekia Madougou jusqu'en 2026, de la prison, sa consigne peut être suivie malheureusement contre le pouvoir en place. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à elle. Donc oui, on a pu voir la vice-présidente de la République, oui, également, qui a fait parler d'elle parce que le plus souvent, c'est elle qui représente désormais le chef de l'État à des rendez-vous internationaux. On l'a vu à la COP 28 et puis on la voit aussi déjà recevoir, en tout cas, c'est elle qui décède maintenant les... Comment vous appelez les décorations. Les décorations, donc on la voit. Celle qui m'a surpris, ou bien dont l'expérience est pas assez pour moi, c'est Munifa, la jeune députée. Munifa, oui. Oui, Munifa, c'est elle. On peut voir le journal, c'est elle qui est en foulard rose. Non, c'est elle qui a comment vous appelez, l'écharpe. L'écharpe. Oui, voilà. D'accord. Munifa. Oui. Vous savez, on peut... il faut de quel parti politique? Le BR. Elles sont déjà avoir l'écharpe. Oui, non, celle qui est en bas, avant la dernière photo en bas. D'accord. Vous savez, son expérience pour moi montre clairement que vous pouvez partir de nulle part et un jour être au sommet. C'est-à-dire qu'on l'a connu, hein, à un moment donné, dans sa circonscription électorale, on cherchait des postes, pas femmes à positionner, et puis paf, on l'a proposé, et puis elle s'y attendait pas peut-être. Je suis sûr qu'elle-même n'y croyait peut-être pas trop, mais qui est devenue députée du jour au lendemain, sans être une femme politique qu'on connaissait sur le terrain, et avec son jeune âge également. Donc, je crois que son expérience est pas assez pour les femmes. C'est pour dire aux femmes, continuez à croire. Autant pour toutes les femmes qui sont à la une de ce journal, hein, c'est-à-dire que les femmes doivent pour davantage continuer à croire que c'est possible, qu'elles aient la possibilité de s'affirmer, d'occuper des postes de responsabilité, d'être élues à des postes électifs. Et aussi rappeler aussi que les femmes aussi doivent avoir le courage d'assumer, de dénoncer. Je comprends le cas de Sidoni Rundonougo. Oui, à un moment donné, quand ça ne va pas, ayez le courage de dénoncer et de partir à un moment donné pour montrer clairement que ça ne va pas. Et je crois que son expérience aussi parle également pour les femmes. En gros, les femmes doivent pouvoir s'inspirer. Les femmes de la partie septentrionale et du Bénin méridional également doivent pouvoir s'inspirer de ces femmes-là qui ont un parcours. On a vu comment Rekia Madougou est venu en politique. Hein. Touche pas ma constitution. On ne la connaissait pas avant. Donc ça a fait que... Ça l'a révélé. Oui, ça l'a révélé et ça a contraint le système Mathieu Kékou, même si Kékou, on dit qu'il avait envie de partir. Cette situation de touche pas ma constitution a accéléré les choses, a montré aux gens qu'ils n'avaient pas d'autre de marge de manœuvre. Et puis après, on a vu son parcours. Quand on parle de microcrédit, qu'on ne le veuille pas, il y a une image qui nous revient. C'est Rekia Madougou. Donc, il y a ce qu'il faut retenir de positif sur ces personnalités politiques et dire à toutes les femmes, notamment nos jeunes filles, qui aujourd'hui, malheureusement, sont présentes du matin au soir sur TikTok en vendant cesse et cuisses, je ne sais quoi. Oui, allez vous battre, allez étudier pour vous faire respecter dans la République. Adrien Tchomakou, malgré son âge, Noélie Yarigo, quand même, continue de faire parler d'elle. Elle a fait parler encore la poudre en cette année 2023. Oui.
Oui, Yarigo, c'est bel et bien l'athlète. Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que c'est une brave dame. C'est une dame qui honore notre pays. La guépard de la Champandjari. Ah ouais, il faut dire que... La guépard de la Pandjari. C'est bien elle. Donc je pense que Noélie Yarigo honore le Bénin. Elle fait la fierté de notre pays à l'étranger. Et les résultats sont patents, les résultats sont là. Elle nous ramène toujours des médailles. Elle a été plusieurs fois championne et elle continue d'honorer notre pays à l'étranger. Je pense que c'est à l'actif de tout le peuple béninois. C'est un exemple d'abnégation et de dévouement, tout à fait. De foi en ce qu'on fait. Je crois que quand on regarde Noélie Yarigo, elle aurait dû craquer depuis, mais elle continue de le faire. Au-delà de tout, même si elle n'a pas les médailles d'or à chaque moment, c'est qu'elle arrive à avoir la médaille de bronze ou d'argent. Et au-delà de tout, elle fait de bonnes performances sur le plan mondial en termes d'athlétisme. C'est à saluer et c'est aussi un modèle pour les jeunes filles. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Il faut souligner que le travail fait par Dabarou, je constate que c'est un travail, comme lui-même il a titré, le journal a titré que c'est seulement du côté septentrional. Oui, du côté septentrional. Oui, c'est pas encore national. C'est pas national. Et bon, c'est vrai que à part Rikiat Madougou, la grande chancelière, je vais parler de la vice-présidente. Oui, la vice-présidente. Ce sont ces dames que moi je connais correctement et avec qui j'ai eu à travailler, j'ai suivi leur action. Bon, c'est un peu ça. Hein. Yarigo aussi qui fait la fierté de notre pays. À part ça, pour être honnête, les autres dames... Madame Sidonie, l'honorable, vous voulez dire? Vous devez la connaître, l'ancienne SE qui... Le Tukutuna qui a démissionné. On en a parlé ici, qui a démissionné parce que... on lui faisait pression, les gens lui mettaient la pression. Rien ne sert de continuer à harceler des belles dames comme ça. Voilà. Je pense quand même qu'elle a raison de démissionner. Je ne connais pas celle qui est en foulard rose, je ne sais pas qui c'est. Mais par contre, celle qui est tout au bout ici, en bas, voilà, je la connais bien. C'est quand même un bon travail qui a été fait. Celle qui est en bas vers la gauche. Ça va amener les autres femmes, celles qui sont au sud, en bas. Viviane Tama. Ah, non. Les belles dames, les dames. Voilà. Je disais tantôt que c'est déjà un travail acceptable. Donc, c'est un travail acceptable et ça doit amener nos autres sœurs qui sont du côté méridional. Il y a des valeurs. Le Bénin a femme valeureuse. Davantage. Le sujet qui va suivre, peut-être que Laurent a déjà parlé de ça déjà lundi et mardi, c'est cette affaire de détournement à la une de certains journaux, 4 vérités, qui parle de 2,6 milliards détournés à l'OBSU. Et comme je le disais hier, en off, je pense quand même que c'est déplorable qu'on fasse confiance à la jeunesse et que véritablement des affaires de détournement viennent donc emballer, viennent donc emporter. Est-ce que c'est l'ambition démesurée? Est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à la jeunesse? Moi, je m'interroge à dire tout. Moril, je continue de douter, je doute très fort que ça soit une réalité, parce que c'est vrai que l'apparence est trompeuse, mais connaissant l'homme, je veux parler de Donald qui a été arrêté par la BEF, gardé pendant quelques jours, écouté par la criette et jeté en prison. L'audience, c'est pour le 21. Avec le comptable et une troisième personne. Tout à fait. Je pense quand même que ça doit nous donner matière à réflexion. Et comment comprendre si ça s'est avéré qu'effectivement, un jeune du genre arrivé avec ses agents financiers à détourner près de 2,6 milliards de francs CFA. Écoutez, on nous parle de blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics. On nous dit que les sous ont été entre-temps détournés, servis à payer des trucs, des intrants.
Je n'ai pas compris. C'est des sous d'équipement. Des sous d'équipement, mais je dis... Équipement sportif, et puis... Je ne crois pas et je ne peux pas croire. Mais si c'est établi, si c'est vérifié, c'est vrai que les présumés coupables sont en train de tout remettre en cause, ils ne se reconnaissent pas. Mais voici que l'actuel ministre des Sports a lancé un audit dans tous les services techniques, les services, les directeurs, les directions techniques. Ah oui? Oui, il a lancé un audit et les résultats sont déjà sur la table de acquis de droit. Il faut dire que c'est vrai que selon les informations qui nous parviennent, il y a eu assez de détournements. Les prochains jours seront assez tumultueux pour tous les cadres qui ont servi sous l'ancien ministre. Je dirais au ministère des Sports. Parce que c'est le ministre des Sports qui chapeaute toutes ces directions. Et on nous parle de plusieurs détournements. Mais moi, la direction de l'OPSU, l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, qu'on arrive à détourner 2,6 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'il y a de l'argent dans le sport. Et qui a dit qu'il n'y a pas de l'argent dans le sport? Ça veut dire que les gens gèrent mal. Écoutez, j'étais sur une émission à la radio nationale avec un doyen, et le doyen expliquait que quand les enfants font le sport, chaque enfant a droit normalement à 35 000 francs CFA. Par jour. Pour des compétitions. Mais lui, son enfant, que c'est lui qui était obligé de sortir de l'argent pour subvenir aux besoins de son enfant pendant toute la période. Que l'État béninois remettait, c'est-à-dire l'OPSU, la direction qui est mise en cause maintenant, ne remettait que 2500 francs à l'enfant. Et où se passe le reste des fonds? Où sont passés le reste des fonds? Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Et il s'est plaint en direct. Il s'est plaint en direct. Il a interpellé l'actuel ministre des Sports, Dato. Il a demandé à ce que le ministre des Sports commandite un audit à la direction générale de l'OPSU. Je pense que c'est suite à ces cris de détresse que l'audit a été effectivement commandité et dirigé dans cette direction, la direction de l'OPSU, et voici maintenant les résultats. Je pense que c'est très grave, c'est très très grave qu'on fasse confiance aux jeunes et des jeunes n'honorent pas la jeunesse. On va écouter Laurent. Moi, quand même, honnêtement, je suis écœuré et je me suis dit, oui, le président Patrice Talon s'est fait entourer de jeunes, ces jeunes qui ont fait confiance à d'autres jeunes, mais ce n'est pas pour la première fois qu'on entend parler de détournement. Il y a eu déjà des affaires de détournement, d'autres qui ont déjà été enfermés, et voilà encore une autre affaire qui fait surface. Le procès pour ce dossier est prévu pour le lundi 18 décembre 2023. On attendra certainement de voir quelle sera la suite au thème du procès. Mais les concernés ont exprimé leur innocence. Je précise que Donald Alexis Akakpo avait été arrêté avec le comptable Roland Zoussou. D'ailleurs avec le directeur départemental des sports de Lomé, Roncanry Paulette, qui a été relâché, non? Qui a été relâché. Et puis, dans les déclarations qui auraient été faites par Donald Alexis Akakpo, c'est que des noms ont été cités. C'est un dossier assez lourd. J'en ai parlé lundi avec beaucoup de peine. J'ai mal pour Donald Alexis Akakpo, qui est une bonne personne. Quand vous le côtoyez, quand on le côtoie pour prendre de l'argent, on le côtoie parce qu'on l'a vu à l'université militer en tant que responsable étudiantin. C'est un bon monsieur qui est à la tête de ses épaules. Et ces résultats à la tête de l'OPSU, montrent clairement ses compétences. Parce que n'oubliez pas,
c'est à leur époque qu'on a pu avoir les résultats avec les championnats scolaires, les enfants au plan africain, au plan mondial, qu'on le veuille ou pas. On peut dire que c'est le gouvernement qui a la vision, on peut dire que c'est le ministre, mais il lui fallu qu'on ait un DG qui a aussi de l'ambition à la tête du championnat. Voilà pour que nous puissions avoir ces résultats. Oui, vous faites bien d'évoquer la question de la jeunesse pour dire faire confiance à la jeunesse et qu'on se retrouve dans telle difficulté, dans telle situation. Ça donne raison à ces personnes-là qui ne veulent pas quitter la politique, surtout ces personnes en grève du 3e âge qui estiment que la jeunesse n'est pas encore prête. Ça leur donne raison dans une certaine mesure. C'est pour ça que tous les jeunes doivent faire attention. Mais je finis en disant ceci. Vous êtes à un poste de responsabilité, vous êtes nommé. On vous dit d'amener et vous donner sans traçabilité, sans décharge. Vous répondrez seul. À la une du quotidien, le matinal, à la une... Pour finir sur ce dossier, je pense que, et je continue de douter fort que ce soit une réalité, que le jeune Akakpo ait contribué à un détournement de plus de 2,5 milliards. C'est ce que je dis, en fait, c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu me prononcer. Secondo, vous le connaissez personnellement? Je le connais. Au-delà de ce qu'on peut connaître, son adjoint a été mon collaborateur direct. Oui. Le directeur général adjoint de Jean-Sus, c'est vrai qu'il n'a pas été cité. Et il n'a pas. Non, c'est le directeur qui est signataire, qui est ordonnateur. Donc, je sais un peu ce qui se passe là-bas. Mais ce que je dis, c'est quoi? Ceci servira d'exemple à d'autres directeurs. Je parle de tous les directeurs des sociétés et offices d'État. Quand on vous dit débloquer tel montant, vous devez tout mettre en œuvre pour qu'il y ait de traçabilité. C'est très simple. Sans ça, un ancien ministre dans ce pays, quand le président lui demandait d'amener tel agent, il amenait toujours une feuille, un billet, demandait au président de la République de faire une décharge. Ah oui? Oui. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles le président ne l'a pas aimé jusqu'à le décharger. Je ne vais pas citer le gouvernement, je ne vais pas citer le président, je ne vais pas citer le ministre. Les initiés comprennent. Si vous voulez, moi, je vais vous citer un nom. Non. Sur ce plateau, un directeur général qui a été limogé il y a environ, ça fait 8 mois déjà. Mais il y a aussi un autre DG. Pourquoi? Il y a par exemple... À cause de ce que, bon, il doit donner, il doit sortir, il doit débloquer, il exige une preuve. Et on dit que si c'est ça, s'il a l'audace d'exiger de preuves, là, il va en répondre. Il a été limogé, le conseil des ministres qui a suivi. Écoutez, moi je ne connais pas ce dossier, mais je connais au moins quelqu'un. Je vous donne le nom. Avec tout le respect, je me permets de citer son nom, Jérôme Danginou, qui était DG Port, à qui on demandait de l'argent et qui demandait à son chef, tu veux trouver l'argent où? Et finalement a démissionné. Faites comme lui, parce que demain, vous répondrez seul, vos familles seront en difficulté. Notre, je vais dire Pépé, Jérôme Danginou, qui doit être en train de nous suivre en ce moment. C'est un modèle. Dans son salon. C'est un modèle. Au-delà, vous savez, ce qui me parle... Un modèle dont on ne parlera jamais assez. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'à un moment donné, il a démissionné des postes de responsabilité au plan national, mais au plan international, les gens lui font confiance. Il n'est pas mort de ça, il vit. Donc si vous avez vraiment des compétences, c'est quand vous avez des compétences avec raccourci que parfois vous vous accrochez, vous ne voulez pas partir. Compétences avec raccourci. Oui, j'insiste là-dessus. Quand vous avez vraiment des compétences et que vous savez que vous êtes vendable, vous démissionnez, vous assumez. Et au plan international, les gens vous font appel. Des gens ont quitté ce pays-là, ont démissionné ou bien été limogés, mais réussissent sur le plan international. Ils se foutent pas mal de ce que vous faites. Donc pour vous dire quoi, si vous avez vraiment les compétences et qu'à un moment donné, on vous demande certaines choses, ayez le courage de dire non. Et assumez. Ce n'est pas la fin du monde. Vous vivrez, vous ne mourrez pas. Bien au contraire, c'est en voulant vous accrocher à ça que vous mourrez dans le déshonneur. Parce qu'un patron vous dit de me donner l'argent sans faire de décharge, vous donnez et on vous dit on va vous protéger. Hein. Vous êtes le seul à répondre. On dit ne t'en fais pas. Non, on va gérer ça là. Tu sais, nous avons la justice, on va te protéger. Mais non. Des gens dans 39 États ont pris l'argent dans un sac Dangote. 39 États. Vous savez ça, des gens ont pris l'argent dans un sac Dangote. On leur a donné ça à la maison. Mais devant le juge, ils ont dit, mais vous m'avez donné l'argent quand? Où est la preuve? Ceux qui ont donné l'argent sont en prison. Mais celui qui a pris l'argent des dizaines de millions, où il circule très bien. Il a encore la côte en hausse. Faites attention pour vous-même. On va finir par le Hadj, Adrien Tchoubakou. Oui. Le Hadj qui quand même
demande pas mal d'investissements pour cette année. Le gouvernement qui veut mieux organiser les choses, d'ailleurs, qui a commencé par mieux organiser les choses depuis 2016 en ce qui concerne le Hajj, et des innovations, c'est le Matina qui en parle, hein, des innovations pour améliorer l'organisation. Mais 3,5 millions de francs CFA pour participer au Hajj. Pour la Je Goua, m'interroge. non, écoutez, on parle de 3,5 millions de francs CFA pour participer. 3 millions 5. 500 000. Oui, 3 okay. millions 5. Oui. 3 millions avec 500 000. 3 millions 500 000. Oui, voilà. 3 millions 500 000. C'est ça, 3,5 millions. Oui. C'est bien ça. Non, oui, c'est 3 millions 5. Oui, c'est bien ça. Et on nous dit qu'il y a déjà 2300. Non, on nous dit que, Oui. c'est-à-dire les places qu'il faut, c'est 2300 places. Voilà. C'est-à-dire c'est le nombre qui est attendu. Ok. Vous savez, c'est la preuve que ça va vous paraître un peu bizarre. Quand vous entendez ce genre de chiffres, ça veut dire que le Bénin roule correctement. Ça veut dire que les gens trouvent à manger. Ça veut dire que les gens ont le minimum pour vivre. Écoutez, c'est vrai. Dieu est au-dessus de tout. Allah est au-dessus de tout. Mais débourser près de 4 millions de francs CFA, parce que quand on nous dit 3,5 millions, ça veut dire quoi? C'est ce qu'il faut payer. Billets d'avion, tout. Mais vous aussi, vous devez avoir quelque chose en poche. Vous aussi, écoutez, le passeport qui doit être établi. C'est vrai qu'il y a une très bonne organisation et le service de l'immigration est attendu dans des départements, dans des communes, à des dates précises. Et on nous dit que c'est ce que vous allez payer, c'est le cash. Et je pense que je suis sûr, et ça là, je suis convaincu de ça, de ce que les 2300 places ne vont même pas suffire aux Béninois. C'est la preuve que les Béninois ont de l'argent, ils aiment investir, donner à manger à leur Dieu. C'est-à-dire, écoutez, quand vous donnez à manger à votre esprit, et votre esprit est propre, vous avez tout. Donc, les gens ont cette possibilité d'économiser pendant 12 mois, pendant 1 an. Avant d'économiser, il faut d'abord subvenir à ses propres besoins. Ça, c'est clair. Donc, qu'on veuille ou pas, ne me dites pas que c'est tous ceux-là qui sont au repêché, ceux-là qui ont trouvé à manger, qui sont à l'aise, qui ont un bon salaire, qui sont payés par l'État, que ce ne sont que les 2300 personnes qui sont attendues. Je pense que même des artisans, même ceux qui font n'importe quels travaux, ça veut dire que ça marche. Donc, par moment, nous, professionnels des médias, nous nous trompons et on estime que le panier de la ménagère n'est pas ce que ça devrait être. C'est ça, c'est une preuve palpable. Comme ça, c'est moi ma lecture. Je ne suis pas, je vois que M. Bory, je ne suis pas d'accord avec ce développement d'Adrien Tchouakou. Nous avons 12 millions. Nous avons beaucoup. En tout cas, pour moi, Adrien Tchouakou, c'est beaucoup. Nous avons au-delà de 12 millions. Ce n'est pas la porte d'à côté. Attendez, je ne veux même pas parler. Les gens vont manger, les gens vont se loger. Est-ce que c'est une obligation de partir? Non. Ne tombons pas dans ces jugements. Est-ce que c'est une obligation? Non, écoutez. On nous dit que quand tu vas, tu reviens, tu deviens El Hadj. Pour cela, il faut débloquer 3,5 millions. Je pense quand même que c'est parce que les gens sont plus ou moins lotis. Les gens ont le minimum que les gens vivent plus ou moins bien au Bénin. Ils ont pu économiser près de 4 millions de francs CFA pour pouvoir aller à la Mecque et revenir. Adrien Tchouakou, nous sommes plus de 12 millions de Béninois. Nous ne sommes pas tous des musulmans. Attendez, laissez-moi finir. Vous comprenez, il y a des chrétiens, il y a des évangélistes, il y a des animistes, il y a des multipratiquants, il y a des musulmans, il y a vous. Au moins, on aura 1 million de Béninois et de musulmans au Bénin. Tout au moins. Oui. D'accord. On aura même plus que ça. 2300 musulmans aller à la Mecque ne saurait justifier que tout va dans le pays.
Ne mélangeons pas les choses. Ne comparons pas. C'est une preuve, ça fait partie des indices. Non, je vais vous expliquer ce qui se passe avec la Mecque. Oui. La Mecque, pour les musulmans, dès lors que vous mettiez pied là-bas, vous allez prier et que vous revenez, c'est aller là-bas pour demander la grâce de Dieu, pour que vos activités marchent, que vous puissiez avoir un niveau supérieur de foi et que les choses changent dans votre vie. Dieu est partout. Attendez. Même dans votre maison, vous pouvez non, c'est vous qui voyez ça. C'est pas parce que moi je suis chrétien que je vais peut-être penser que ce qu'ils font n'a pas de sens. Hein. Écoutez, moi je pense sincèrement que chacun est libre d'exprimer sa foi de la manière dont il veut. Je ne suis pas contre. Donc, attendez, ça veut dire quoi? Il peut rester affamé et aller à la Mecque, ce n'est pas mon problème. Parce que mon problème, c'est de savoir s'il va là-bas, est-ce qu'il trouve vraiment son salut? Est-ce que s'il va là-bas, est-ce que vraiment sa situation change après les prières? Est-ce que quand il revient de là-bas, est-ce que réellement il connaît une prospérité? C'est de ça qu'il est question. Moi, je pense, il y a des gens que vous allez voir, même des mendiants que vous voyez, on arrive à cotiser parfois de l'argent pour aller à la Mecque. On ne va pas leur faire le procès. Parce que c'est leur foi. Ils estiment qu'aller là-bas peut être un plus dans leur vie. Et donc, 2300 personnes aller à la Mecque ne saurait justifier le fait que tout va bien dans le pays. Ça peut aller mal dans le pays, mais les gens vont se serrer la ceinture pour partir parce qu'ils aspirent à quelque chose. Donc, c'est pour ça que je dis, non, on ne saurait comparer le départ ou bien le pèlerinage de 2300 personnes à la Mecque à ce que, oui, les bénins qui disent que ça ne va pas dans le pays et pourtant économisent. Non, écoutez, vous êtes là. Nous sommes à la fin de l'année. Même si vous avez faim chez vous, là, et vous savez très bien, vous l'avez toujours dit haut et fort que vous êtes dans la tradition. Est-ce que ça vous empêche d'aller faire le phare pour savoir comment est-ce que votre famille va se porter l'année prochaine? Même si vous avez faim, est-ce que ça vous empêche de débourser de l'argent pour aller faire des sacrifices pour la nouvelle année? Ça ne vous empêche pas. Et donc, mettez ça dans la même situation que les musulmans. Moi, chez moi, le dimanche 3 décembre, il y a moisson chez nous, pour que nous puissions remercier Dieu pour l'année. Chacun a mis ce qu'il avait de cher, peut-être ce qu'il veut, dans la balance pour remercier son Dieu. Donc c'est la manière à eux aussi de remercier le Dieu, de lui demander plus pour que leur situation change. Donc moi je crois que cela ne saurait justifier. Je peux avoir faim, mais mettre quelque chose que j'ai de cher à la disposition de Dieu pour lui rendre grâce et lui dire, Seigneur ou mon Dieu, change ma vie. Donc moi je pense que comparer cette situation au fait que oui, les gens disent que ça ne va pas, mais les gens n'arrivent à cotiser 3 millions. D'abord, 3 500 000, c'est combien? C'est de l'argent. Non, pardon, c'est vous là. Pour moi, 3 500 000, c'est de l'argent. Non, soyez honnête, Adrien Tchoumakou. C'est la vérité. Non, Adrien Tchoumakou, votre expérience, votre parcours, 3 500 000 pour un béninois aujourd'hui, là, c'est combien? C'est de l'argent. Ça ne peut même pas acheter passer la Caravi Agro. Ça ne peut plus acheter. Donc, ça veut dire quoi? C'est du jeton pour d'autres personnes. En réalité, oui, en fait, c'est ça le problème. Hein. Nous, on nous a habitués aux petits salaires ou aux petites rémunérations. Quand on entend 3 500 000, on pense que les gens ont déboursé une fortune. Et pourtant, c'est pour leur salaire qu'ils le font. Et je ne veux pas aller sur le terrain. Je dis, oui, ils l'ont fait, ils ont cotisé. Allez voir, certains parmi eux n'ont même pas l'argent pour fêter avec les enfants. Mais ils le font parce qu'ils aspirent à quelque chose. Pour la gloire, et vous savez, je pense qu'en partie, Roland a raison. Mais ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut dire, c'est que si quelqu'un arrive à cotiser 3 500 000, disons 4 millions, et se rend à la Mecque, c'est parce que pour moi, celui-là, il est plus ou moins à l'aise. Il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Parmi ces gens, les gens s'organisent. C'est une question d'organisation. Au moment où les gens s'organisent, les gens disent que ça ne va pas dans le pays. Oui, mais tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a des gens qui vont à la Mecque maintenant, qui ont cotisé, qui cotisent. Des indices pour débloquer près de 4 millions pour aller à la Mecque. Ce n'est pas un indice. Pour moi, ça veut dire que les gens, quel que soit ce disons, les gens vivent plus ou moins bien dans le pays. Les catholiques, est-ce que vous savez qu'ils participent à des pèlerinages? Ils vont au Vatican. À Rome, au Vatican. En Israël. Les évangéliques vont en Israël. À Jérusalem aussi, non? Oui. Mais c'est des fois qui coûtent l'année passée, par exemple, chez moi, on a organisé ce n'est pas des gens, ce n'est pas des gens forcément aisés. Vous pouvez avoir des gens qui vont vous appuyer. Vous pouvez avoir des sponsors. Justement, il y a des gens qui ont cotisé pendant 5 ans. Voilà, il ne faut pas se baser sur ça. Il y a des gens qui ont fait des tontines
pour Il y a des gens qui généraliser, depuis dire 5 ans. que oui, Non, c'est sérieux. tout va bien, Je connais des tout musulmans va qui ont bien, cotisé pendant 5 ans pour aller à la Mecque. Voilà. Il y en a qui ont Laurent, cotisé pendant 10 ans. Donc, on ne saurait dire que tout va bien dans le pays. C'est donner, c'est dédouaner les autorités actuelles. Je n'ai jamais dit ça. Oui, non, quand on dit que c'est les gens qui trouvent l'argent pour aller à la Mecque, qu'ils disent que ça ne va pas là, c'est dédouaner. Non. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire pour les peuples. C'est la bonne organisation Voilà, merci de vous prononcer sur ça. Là, je suis d'accord, c'est bien organisé. Le ministre Olusegun s'active pour ça. Et d'ailleurs, quand vous regardez ce qui a été rendu public dans les journaux ce jour, c'est que tout est planifié de telle sorte que les services de l'immigration vont se déplacer pour aller dans chaque commune, pour pouvoir enrôler les gens, pour pouvoir leur délivrer des passeports. Vous imaginez, des gens qui n'ont pas de passeport, vous pensez que ça va être dans leur vie? Je pense que c'est une très bonne chose. Et ça permet aussi à l'État béninois d'engranger un peu de moyens parce que établir 2300 passeports à ceux qui veulent voyager, c'est comme 2300 fois 30 000 francs CFA. C'est pas beaucoup d'argent. C'est quand même quelque chose. Je pense quand même que tout est fait de telle sorte que, si vous regardez le calendrier, les vols, comment les vols vont partir, tout est fait de telle sorte que nous pouvons décerner un satisfecit pour le moment. Si ça continue comme ça, bien sûr, au gouvernement béninois, en l'occurrence au ministre des Affaires étrangères. Merci. Merci beaucoup. Merci Laurent Olatoni Ekes. Merci Adrien Tchomakou.